Le fait est que les États-Unis sont en essence devenus une nation hors la loi. Si je demande à quelqu'un, si je vous demande maintenant, de définir ce qu'est une nation hors la loi, ce serait un pays qui sape les institutions internationales existantes, désobéit au droit international, fait preuve d'agressivité en déclenchant des guerres et revendique des terres qui ne lui appartiennent pas. L'Amérique va payer 30% de plus pour ce qu'elle importe de Chine. Dites-moi en quoi c'est une victoire, car la Chine comprend qu'elle est totalement intégrée. Il croit en un monde coopératif. Ce n'est pas un monde idéologiquement unifié. Il est simplement coopératif sur le plan commercial. Donald Trump croit en un monde extractif. Les États-Unis prennent ce qu'ils veulent à qui ils veulent pour résoudre les problèmes qu'ils ont en interne. Bienvenue à World Affairs in Context à tous. Je suis très heureux d'accueillir Einar Tangen parmi nous. Einar est Senior Fellow à l'Institut Thayer, commentateur politique et cofondateur du Centre pour la Chine et le Monde à l'Université de la ville de Macao. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Einar. C'est un plaisir. Lena, merci de m'avoir invité. C'est la première fois, mais c'est vraiment un immense plaisir. Absolument. Je suis votre analyse depuis un certain temps et j'ai toujours le sentiment que vous apportez une grande clarté et des perspectives précieuses sur l'économie chinoise, les politiques du pays et les relations sino-américaines. J'attendais donc cette conversation avec impatience. Comme vous le savez, les États-Unis et la Chine viennent de s'accorder pour réduire les droits de douane afin d'apaiser temporairement les tensions. Cette pause de 90 jours permet de gagner du temps pour un engagement plus nuancé, et cela semble très prometteur. Quel est votre point de vue sur les résultats des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine en Suisse? D'accord, donc, Lena, je veux préciser quelque chose. Il faut revenir au grand bluff. Écoute, tout le monde suit les flux commerciaux qui entrent et sortent de leur pays. Ils peuvent différer légèrement. Mais en réalité, tout le monde voit, en quelque sorte, les cartes de chacun. Donald Trump a essayé de convaincre le monde, et la Chine en particulier, qu'il avait une quinte royale. Le problème, c'est que tout le monde peut voir ses cartes. Et franchement, ce n'est pas le cas. Donc ils ont vu clair dans son jeu. Beaucoup de pays craignaient d'être pris pour cible et malmenés par un pays comme les États-Unis. Pourquoi Trump faisait-il cela? Il a tout simplement cette vision de l'Amérique essentiellement entourée de tributaires, des pays qui donnent et l'Amérique qui extrait. Il donne, et c'est comme le caïd de la cour de récréation. Son objectif est de prendre l'argent du déjeuner de tout le monde et de les faire le remercier pour cela. C'est exactement ce que Donald Trump essayait de faire. Il a donc fait un grand bluff, a redoublé d'efforts, a dit « Si vous osez me défier, je triplerai les droits de douane », toutes ces absurdités. Une fois que vous dépassez 30, 40, 50%, cela n'a plus vraiment d'importance. Il n'y aura de toute façon plus beaucoup d'échanges commerciaux. Donc au final, de nombreux pays ont un peu attendu de voir. Certains pays ont essayé de négocier avec Donald Trump, notamment le Canada. Cela n'a pas très bien marché pour, je cite, le gouverneur Trudeau ou le 51e État. Et puis, à plus grande échelle, 180 pays ont été touchés par ces tarifs massifs, y compris plusieurs îles habitées par des manchots. Ils sont très inquiets. Ils ne savent pas compter. Ils n'ont pas d'argent. Ils essayent de comprendre combien de poissons il leur faudra pour se libérer de ces tarifs. D'un autre côté, ils ne sont pas tout à fait sûrs non plus de ce qu'ils exportent. On se retrouve donc dans une situation assez étrange où Trump essayait d'intimider le monde et de créer un système où les États-Unis seraient le centre et chaque pays aurait une relation bilatérale en tant que satellite.
C'était donc l'intention. De toute évidence, cela n'a pas fonctionné. Et la raison pour laquelle cela ne fonctionne pas n'est pas liée à la situation internationale. Cela ne fonctionne pas parce que cela ne fonctionne pas pour le public américain. Les droits de douane sont des taxes. Les pays ne les payent pas. Je ne le répéterai jamais assez. Les gens continuent de penser et croient Donald Trump, « Oh, c'est la Chine qui paie ses droits de douane. » Non, absolument pas. Les marchandises arrivent aux États-Unis. Celui qui les importe doit payer le droit de douane, puis il doit déterminer comment ce coût sera réparti. Les importateurs demanderont certainement une remise, et ceux qui exportent peuvent accepter ou refuser. Et ensuite, ils doivent décider quelle part de ce coût ils vont répercuter. Eh bien, ces importateurs ne faisaient déjà pas des affaires florissantes à la base, donc ils n'ont pas la capacité d'absorber tout cela sur leur marge. Ils vont donc répercuter la hausse. Et quand ils le feront, cela signifiera de l'inflation pour le public américain. En plus de cela, beaucoup de ces importateurs ont simplement dit « Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas prendre le risque d'importer ces produits et de me retrouver soudainement dans l'incapacité de les vendre. » Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit aux navires de faire demi-tour et de repartir. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire « bientôt ». Peu importe ce que Trump a fait ces derniers jours avec la Chine en termes d'accord, il va y avoir des rayons vides. Les rayons vides font généralement grimper les prix. Avant l'élection, plus de 70% des Américains pensaient vivre au jour le jour. Ce n'était pas forcément la réalité, mais c'est ainsi qu'ils se sentaient. Imaginez ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Leur portefeuille, s'ils avaient un 401k, ont chuté de 20%, 30%. Ils font face à des prix plus élevés. Les plus pauvres vont même jusqu'à contracter des prêts sur salaire pour acheter de la nourriture. Vous comprenez? Ils vont dans un supermarché. Ils n'ont pas de crédit. Ils n'ont pas d'argent liquide. Ils font cela. Ils cèdent leur chèque de paie et ils paient l'équivalent de 300% à 500% d'intérêt par an juste pour pouvoir acheter de la nourriture et se nourrir. Voilà l'état de l'Amérique. Plus de 10% de la population vit dans la pauvreté. La classe moyenne est passée de 61% en 1971 à, selon les chiffres de l'an dernier sur le revenu médian, 40%. 21%, soit un tiers de la classe moyenne, ont disparu. Certains diront qu'une partie d'entre eux a rejoint la classe moyenne supérieure, mais pas assez. La plupart sont tombés dans la pauvreté. Voilà l'état de l'Amérique. Donc quand on commence à parler de ce qui s'est passé là-bas, c'était un bluff. On l'a appelé, mais la Chine doit être l'adulte dans la pièce. Ce serait amusant de rire. Et vous savez, le temps joue en faveur de la Chine. Est-ce que cela nuit à la Chine? Absolument. Il y a des petites et moyennes entreprises qui souffrent vraiment en ce moment à cause de l'incertitude créée par Donald Trump. Mais en réalité, ce sont les consommateurs américains qui sont les plus touchés. Ce sont eux qui paient les droits de douane. Par conséquent, il y avait une limite de temps à la capacité de Trump à résister à la pression exercée par les mêmes personnes qui l'ont élu. Tant qu'il pensait qu'il avait un plan, qu'il allait faire quelque chose pour redresser la situation, je pense que beaucoup de ses partisans se disaient « D'accord, on peut supporter un peu de douleur. » Mais un peu de douleur, ça ne veut pas dire perdre sa maison ou son entreprise, faire défaut sur ses cartes de crédit, ses prêts étudiants ou son crédit auto. Non, ce n'est pas ce qu'ils attendent. La priorité numéro 1 pour les personnes qui ont voté pour Donald Trump en se pinçant le nez était qu'il était, à leurs yeux, un homme d'affaires, quelqu'un qui comprenait la fixation des prix. Et il avait promis, lors de ses apparitions de campagne, que dès le premier jour, il allait contrôler les prix. Eh bien, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc avec Trump confronté à la réalité qu'il ne peut pas imposer ses tarifs.
Non seulement pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais aussi parce que cela affecte le taux des obligations à long terme. L'économie américaine décline et elle doit payer plus cher pour sa dette. Et la dette augmente parce qu'il offre un cadeau de 4 000 milliards de dollars aux plus riches. Oui, non. Soudainement, l'an dernier, le budget était d'environ 6 000 milliards de dollars, un peu moins. Et les recettes fiscales étaient de 4 000 milliards. C'est un écart de 2 000 milliards de dollars, soit un tiers de votre budget total. Cela a été ajouté à la dette, et cette année, ce sera encore pire. Alors, on commence à examiner ces situations, et tout à coup, il s'est rendu compte, c'était la première fois qu'il disait, « Eh bien, nous aurons un sursis de 90 jours avant l'imposition de ces tarifs. » Et même, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu cela, ses collaborateurs étaient au Capitole, devant une commission du Congrès, témoignant, « Nous sommes solides, nous soutenons ces tarifs, nous ne céderons jamais. » Et le député leur a dit, « Hey, vous savez, votre patron vient de tweeter qu'il va suspendre cela pendant 90 jours. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? » Eh bien, je ne pourrais absolument pas parler de ce que je discute avec le président. Je veux dire, c'était risible. Vraiment, vraiment risible. On en rit maintenant. Mais pouvez-vous imaginer être dans cette situation où vous vous rendez au Capitole, complètement mal préparé, et on vous retire le tapis sous les pieds alors que vous défendez justement la personne qui a causé tout ça. Donc, vous voyez, c'est l'état de chaos dans l'administration Trump et la raison pour laquelle personne ne croit pouvoir lui faire confiance. Personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Et si vous êtes un homme d'affaires ou un consommateur, vous voulez avoir un minimum de certitude. En ce moment, il n'y a ni confiance, ni certitude. Donc, pour faire court, la situation actuelle a été forcée. Elle était inévitable. La question, c'est que va-t-il se passer maintenant? La réaction aux résultats des négociations a été très controversée ici aux États-Unis. Certains disent que, eh bien, Donald Trump a cédé le premier. Et puis, il y a une seconde catégorie de personnes qui pensent qu'en réalité, la Chine a réduit les droits de douane sur les importations américaines à 10%. En comparaison, les tarifs américains sur les produits chinois vont augmenter à 30%. Ainsi, la Chine fait toujours face à des droits de douane plus élevés que les États-Unis dans le commerce bilatéral. Ce deuxième groupe considère cela comme une victoire pour les États-Unis, même si, comme vous venez de le mentionner, des droits de douane plus élevés entraînent généralement des prix plus élevés pour les consommateurs ici au niveau national. J'ai vu plusieurs commentaires de ce type sur la vidéo que j'ai mise en ligne hier et j'étais simplement curieux. Quelle serait votre réponse à cette seconde catégorie de personnes qui considèrent toujours cela comme une victoire? Eh bien, il y a l'économie de base. Ils devraient s'inscrire et apprendre à faire un peu de calcul simple. Les États-Unis importent un quart de leur économie de consommation. Cela signifie qu'$1 sur 4 est importé. Si vous comparez cela à la Chine, c'est minuscule. Si vous regardez ce que les États-Unis importent, ce n'est pas seulement de la Chine. Tout le monde parle de la Chine comme si c'était le seul acteur. Tout ne vient pas de Chine, mais beaucoup de composants, oui. Donc, si vous achetez quelque chose du Vietnam, du Cambodge, de la Malaisie, de l'Indonésie, même de l'Australie, peu importe, vous pourriez l'acheter d'Europe. Devinez quoi? Beaucoup des pièces détachées viennent de Chine. C'est pourquoi la Chine, à elle seule, produit plus que les 10 pays suivants réunis. Voilà la réalité. On peut manipuler les chiffres. On peut faire en sorte que tout cela ressemble à une victoire ou à une défaite. Ce n'en est pas une. C'est une défaite pour l'Amérique. L'Amérique va payer 30% de plus pour ce qu'elle importe de Chine. Expliquez-moi en quoi c'est une victoire.
Ce sont des choses nécessaires. Quand les gens préparent la rentrée scolaire de leurs enfants l'année prochaine et qu'ils se disent « Bon, il faut que j'achète des baskets parce qu'il a grandi pendant l'été. Il faut des vêtements, un sac à dos, des crayons, du papier, peut-être quelques livres. » Devinez d'où vient tout ça? De Chine. Alors, en quoi est-ce une victoire de taxer votre population de 30% supplémentaire? Très bien. Pour la Chine, les taxes ne vont pas toucher les consommateurs. Elles vont toucher les entreprises. Les entreprises qui utilisent pas tellement des services car ils ne sont pas taxés, mais des machines venant des États-Unis. Mais les machines les plus précieuses que la Chine voudrait acheter et qu'elle achèterait même avec un tarif de 30% en plus, sont en fait celles que les États-Unis refusent de vendre. Les puces, la mémoire, certains types de haute technologie liés à l'avionique, ce genre de choses. Donc, on se retrouve dans une situation où j'aimerais juste que les gens mettent de côté toutes les absurdités qu'on entend. Faites simplement le calcul. Faites simplement le calcul. Vous payez 30% de plus. En quoi est-ce que vous gagnez? En quoi la Chine perd-elle? Je ne comprends même pas le concept. Exactement. Et je pense que c'est pour cela qu'il est si important de pouvoir au moins parfois mettre la politique de côté, mettre de côté son affiliation politique et vraiment essayer de regarder les choses telles qu'elles sont sans toujours utiliser ce prisme qui consiste à suivre une certaine ligne de pensée. Je pense qu'essayer d'envisager les choses sous différents angles devrait aider les gens à comprendre les résultats de la situation actuelle des négociations entre les États-Unis et la Chine. J'espère vraiment que cette vidéo aidera aussi à clarifier ce qui se passe et comment cela affecte les gens ici, aux États-Unis, et comment ce désordre économique dans lequel nous nous trouvons en ce moment les touche réellement et ce que cela signifie pour eux. Alors, un autre point intéressant, c'est que Trump affirme que les droits de douane sont essentiellement un outil pour inciter les entreprises étrangères à fabriquer aux États-Unis. Cette stratégie nécessite-t-elle aussi un dollar américain plus faible? D'accord, c'est un sujet important. En fait, cela semble être une question simple, mais ça ne l'est pas. Donc, vous savez, tout le monde parle de la disparition des emplois. Mais pourquoi ont-ils disparu? Ils ont disparu parce que vous aviez un dollar fort. Pourquoi aviez-vous un dollar fort? Parce que le dollar était la monnaie du commerce. Les gens devaient acheter des dollars. Cela a rendu le dollar fort par rapport aux autres devises. Quand vous avez une monnaie forte et que vous pouvez acheter des choses moins chères, fabriquées dans d'autres pays, devinez quoi? Si vous ne le faites pas, votre concurrent le fera. Et si votre concurrent le fait, très vite, vous serez hors jeu. Donc, cela déclenche une réaction en chaîne. L'addiction à la dette que l'Amérique, ou plus précisément Washington a développée, a créé un dollar fort, ce qui a déplacé les entreprises et les emplois à l'étranger. Si les États-Unis n'avaient pas un dollar fort, s'ils étaient en concurrence à égalité, cela n'aurait été qu'une question de compétition. L'histoire aurait été très différente, n'est-ce pas? Tant qu'ils pouvaient rester, entre guillemets, compétitifs. Mais dès qu'ils ont perdu cet avantage compétitif, évidemment, il n'y a plus de choix. Même si vos concurrents américains ne s'en vont pas, si vos concurrents européens s'en vont, devinez quoi? C'est fini pour vous. Ils vont vous écraser. Vous finirez en faillite. Alors que devez-vous faire? Ne rien faire? Mais ce n'était pas leur faute. Tout le monde dit « Oh, il y a des types cupides dans les entreprises. » Oui, ils sont cupides. Oui, ils pensent à court terme. Se soucient-ils des travailleurs? Je me le demande vraiment. Je siège dans des conseils d'administration. Certaines personnes s'en soucient. Beaucoup ne s'en soucient pas. Ils ne pensent qu'au profit. Le fait est que nous réagissons à des réalités créées par le gouvernement.
Le gouvernement est accro à la dette. Il ne voulait pas annoncer la mauvaise nouvelle au public américain. Si vous en voulez plus, il faut payer. Alors ils ont emprunté. Et ils ont emprunté à des taux bas parce qu'ils le pouvaient, parce que le dollar était fort. Où voit-on quelqu'un réfléchir et assumer la responsabilité de cela? Nulle part. C'est toujours la faute des autres si en Amérique, nous n'allons pas bien. Je veux dire, nous avons un problème d'addiction à la drogue. Est-ce que quelqu'un se demande pourquoi? Pourquoi la nation la plus riche, la plus puissante, la plus sûre militairement au monde? Pourquoi des gens veulent-ils se suicider ou être complètement déconnectés? Vous avez vu les vidéos de gens en Californie, partout aux États-Unis, qui agissent de façon insensée. Ils sont drogués en plein milieu de la rue. Ils vivent là-bas. Ils sont en train de perdre pied sur le trottoir. Et personne ne semble vraiment faire grand-chose à ce sujet. Mais où est la question de savoir pourquoi les gens sont si malheureux qu'ils se tournent vers ce genre de choses? Et c'est une impasse, littéralement. Je veux dire, le nombre de personnes tuées par le fentanyl est incroyable. Et c'est une idée. Vous voulez en rejeter la faute sur la Chine. Je déteste vous le dire. N'importe qui, avec un diplôme en chimie, peut prendre les produits sous votre évier et concocter un produit chimique qui vous tuera, mais vous fera aussi planer. À moins que vous ne vouliez supprimer tous les produits chimiques partout, supprimer la connaissance de la chimie chez les gens, la capacité de fabriquer des opioïdes de synthèse ou autres existera toujours. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Assumez la responsabilité de votre vie. Je veux dire, vous savez, les républicains, une chose que j'ai toujours appréciée chez eux, c'est qu'ils disaient qu'il devait y avoir une limite où l'on prend ses responsabilités. Mais voyez-vous cela aujourd'hui dans le public américain? Le voyez-vous chez l'un des dirigeants à Washington? Eh bien, je pourrais dire, franchement, que pour beaucoup de dirigeants dans le monde, très peu de gens disent « Réfléchissons, essayons de comprendre ce que nous avons mal fait, assumons nos responsabilités, élaborons un plan pour déterminer ce que nous devons faire pour nous remettre sur la bonne voie. » On ne l'entend pas. En Amérique, nos infrastructures s'effondrent. J'ai été président de la commission de la dette de ma ville. J'étais à Milwaukee, dans le Wisconsin. Je disais sans cesse aux gens, vous avez des améliorations datant des 50 dernières années, et elles ont déjà 100 ans. Vous dépensez plus d'argent à les réparer au fil du temps que ce qu'il en coûterait pour les remplacer. Il est bien plus efficace de les remplacer par des choses qui fonctionnent, plutôt que d'essayer sans cesse de les rafistoler pour les maintenir en état. C'est une histoire qui se répète partout en Amérique. Et où est le leadership? Où est la personne qui se lève pour dire « Regardez, nous nous sommes mis dans ce pétrin et il faut en sortir. Nous devons être plus compétitifs. Nous devons utiliser nos atouts. Nous n'avons pas besoin de cette idée révisionniste et rétrograde de revenir en arrière et de recréer une économie manufacturière miroir, ce qui entraînerait automatiquement une surcapacité mondiale. Vous rapatriez la production. Pensez-vous que cela l'empêchera d'être en Chine? Non, cela continuera. Et la question est, avec cette surcapacité, qui va gagner et qui va investir? Si vous êtes un homme d'affaires et que votre entreprise dépend de la situation politique, par exemple, du maintien ou non des droits de douane, vous prenez un risque énorme, surtout avec ce que fait Trump. Il est très probable qu'il y ait un changement à la Maison-Blanche dans 4 ans. Pensez-vous pouvoir récupérer tous vos bénéfices de votre investissement dans ce laps de temps? Et si ce n'est pas le cas, que se passe-t-il ensuite? Il y a donc tellement d'aspects logiques que les gens ne prennent pas en compte. Ils veulent rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Je comprends. C'est très humain. C'est pas ma faute. C'est le chien. Oui, c'est ça. Mais c'est la différence entre agir comme un enfant et agir en adulte.
Les enfants se disent victimes et affirment que ce n'est pas leur faute. Le pot à biscuits est cassé, ils ont des miettes de biscuits sur la bouche et sur les mains. Mais ils disent simplement « ce n'est pas moi, je n'y suis pour rien ». Eh bien, en tant qu'adulte, on dit « oui, c'était moi ». Il faut assumer ses responsabilités et arrêter ce genre de comportement. Ne cassez pas le pot à biscuits. Ne prenez pas de biscuits quand ce n'est pas permis. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes dans la pièce. Je pense que la Chine essaie, elle est dans une position délicate. Réfléchissez, vous êtes là, et Donald Trump a déclaré une guerre commerciale unilatérale à 180 pays. Les gens ont peur, ils veulent céder leur argent de poche. La Chine intervient, mais ils ne peuvent même pas se réjouir du fait que cela va nuire à Donald Trump. Car nuire à Donald Trump, dans ce cas précis, nuit à l'Amérique. Nuire à l'Amérique va nuire à l'économie mondiale. Si 10% de la demande américaine disparaissait, cela aurait un effet massif à l'échelle mondiale, car on parle d'une réduction de 1,9% du PIB mondial. Cela représente plus de 2000 milliards de dollars qui s'évaporent. Toutes les ressources investies dans ces 2000 milliards de dollars, toute la production, toute la main-d'œuvre disparaîtraient. Et cela va frapper tout le monde très durement. Donc, voici la Chine. Ils doivent d'une manière ou d'une autre gérer Donald Trump sans montrer la moindre faiblesse, car ils n'aiment pas la faiblesse comme Trudeau le sait. Il est arrivé à Mar-a-Lago avec ses genouillères et a dit « Écoutez, on ne peut pas simplement s'entendre ». Et dès qu'il est parti, Trump l'a appelé gouverneur Trudeau et a dit « 51e État », il s'est moqué de lui et a ajouté « Je vais leur mettre plus de tarifs ». Il jouait le rôle du tyran classique. Face à un tyran classique, il ne faut surtout pas céder. Il faut s'assurer qu'ils comprennent que vous ne cédez pas. Mais pour le bien de la cour de récréation, il va falloir essayer de s'assurer qu'il en est fini. Maintenant, voici ma prédiction, Lena. Il y a environ 3 semaines, la Chine a publié un livre blanc en 6 points. Dans ce document, l'un des points évoquait la phase 1. Maintenant, pourquoi parlerait-on de la phase 1? Ça n'a pas vraiment bien fonctionné à cause du COVID et d'autres raisons liées à Donald Trump. Alors, pourquoi en parler? Eh bien, évidemment, ils invitent les États-Unis à envisager une phase 2. De plus, depuis cette époque, la Chine a unilatéralement supprimé les droits de douane sur certains types de composants informatiques et aussi sur certains types de produits chimiques. Quel message ont-ils envoyé? Ils ont dit « baissons la tension ». Ils se sont rencontrés non pas à Washington, où tous les autres pays ont dû se rendre et supplier, ni à Mar-a-Lago. Ils se sont rencontrés à Genève, siège de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pas très populaire à Washington, mais très populaire dans le reste du monde. Et pour couronner le tout, ils ont organisé un briefing pour le directeur de l'OMC, qui était très heureux d'y être inclus, car c'est bien les États-Unis, comme vous le savez, qui empêchent l'OMC de fonctionner correctement en bloquant la nomination des juges d'appel. Il faut 3 juges pour examiner un appel. Cela signifie que si 2 pays, ou 3, peu importe, ont un différend, ils s'adressent en quelque sorte à un tribunal. Le tribunal rend une décision. Si l'une des parties n'est pas satisfaite de cette décision, elle peut faire appel et la décision n'est pas définitive tant que la cour d'appel n'a pas statué. Mais s'il n'y a pas de cour d'appel, il n'y a pas de décision finale. Par conséquent, l'OMC ne fonctionne pas très bien. C'était tout l'intérêt, avoir un mécanisme de règlement des différends. Les États-Unis ne veulent pas de mécanisme de règlement. Leur raison est de dire qu'ils n'admettent pas qu'il puisse exister un pouvoir supérieur aux États-Unis, malgré le fait que les États-Unis ont joué un rôle déterminant dans la création de l'OMC et dans l'établissement du cadre et des normes permettant à la Chine de rejoindre l'OMC. Cela dure depuis des années.
Mais lorsqu'il s'agit de reconnaître qu'il existe un pouvoir et un mécanisme de règlement qui devrait s'appliquer à tous les pays, les États-Unis disent non, absolument pas. Il en va de même pour la CPI et pour un certain nombre d'autres questions que les États-Unis ont refusé de reconnaître au niveau de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. En résumé, la Chine essaie de jouer le rôle d'adulte. Donald Trump, excusez mon analogie, est un enfant gâté de 11 ans qui n'a aucune idée de ce qu'il fait. Mais on ne peut pas simplement le laisser par terre dans le supermarché en train de hurler et de pleurer. Cela aurait trop d'impact sur tout le monde. Donc ils avancent, ils essayent de le faire. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de la phase 2? La phase 2 est un mécanisme intéressant parce qu'elle fonctionne au jour le jour. On n'achète pas tout ce qu'on a promis d'acheter dès le premier jour. Si Donald Trump viole l'accord, les achats s'arrêtent. C'est donc une façon de lier Trump à un accord, auquel il respectera peut-être. Car je ne pense pas que qui que ce soit fasse confiance à Donald Trump, surtout vu le nombre de traités qu'il a déjà rompus. Je veux dire, voici un homme qui a négocié le remplacement de l'ALENA avec le Mexique et le Canada pour ensuite revenir 4 ans plus tard et l'annuler. Ça ne donne pas vraiment envie de lui faire confiance, non? Donc à ce stade, la Chine essaie de faire ce qu'il faut. Et je ne dis pas que la Chine a raison, qu'elle est parfaite ou quoi que ce soit de ce genre. Je dis simplement qu'il s'agit de survie, non seulement pour la Chine, mais pour un pays, la Chine, qui entretient 140 relations commerciales principales avec des pays du monde entier. Il y a environ 195 pays, si l'on compte le Saint-Siège et quelques petits autres. Donc, quand on commence à penser à 140, on parle non seulement de la majorité, mais de presque les 3/4. Voilà la situation telle qu'elle est. Je vous laisse poser votre prochaine question. Non, je pense que vous soulevez un point vraiment excellent et que vous attirez notre attention sur le fait qu'il y a une perte considérable de confiance mondiale envers les États-Unis en tant qu'État qui cherche réellement à assurer la stabilité, n'est-ce pas? Que ce soit la stabilité économique, l'élaboration d'une politique commerciale, ou plus largement, une politique économique suivie d'une certaine politique commerciale, puis le respect de celle-ci. Il semble donc que ce soit un bon signe que les négociations entre les États-Unis et la Chine aient lieu. Cela paraît prometteur. Cependant, il est trop tôt pour se réjouir. Mais il semble que les dégâts aient déjà été causés à ce cadre mondial où l'on pensait qu'un certain niveau de confiance existait. Ainsi, la stabilité des États-Unis est considérée comme la base de l'économie mondiale. Voyez-vous des conséquences pour le dollar américain en raison de cette perte de confiance et de stabilité? Voyez-vous des implications pour le dollar américain en tant que monnaie de réserve? Plus précisément, vous avez évoqué les obligations et les bons du Trésor américain, les actifs libellés en dollars et leur statut d'instrument d'investissement sûr à l'échelle mondiale. Cette perception a-t-elle beaucoup changé? Pensez-vous que le point de non-retour a été franchi, au point que des pays cherchent réellement des alternatives simplement parce qu'ils se disent « D'accord, il ne semble plus possible de faire confiance aux États-Unis ». Eh bien, je n'ai pas besoin de répondre à cette question puisque vous venez de le faire. Je veux dire, regardez, c'est évident. Le manque de confiance et le fait que les États-Unis sont en essence devenus une nation hors la loi. Si je demande à quelqu'un, si je vous demande maintenant de définir ce qu'est une nation hors la loi, ce serait un pays qui sape les institutions internationales existantes, désobéit au droit international, fait preuve d'agressivité en déclenchant des guerres et revendique des terres qui ne lui appartiennent pas. Cela correspondrait aux États-Unis. Nous avons rompu des traités, que ce soit l'accord de Paris sur le climat, les accords de Kyoto. Et cela remonte à longtemps.
On peut toujours pointer du doigt Donald Trump, mais Donald Trump, au final, n'est qu'un symptôme. Il est le symptôme de la souffrance américaine. Le peuple américain a été trompé pendant une si longue période. Et ce problème, c'est qu'en 1971, 61% des Américains faisaient partie de la classe moyenne. L'an dernier, une étude basée sur le revenu médian a montré que ce chiffre était tombé à 40%. C'est pour cela que l'Amérique est mécontente. Elle a perdu. Un tiers des Américains ont changé de catégorie. Quelques-uns sont montés, mais la grande majorité est descendue. Voilà l'histoire de l'Amérique. Donc, quand on commence à parler d'obligations, il faut d'abord parler de la pyramide. La pyramide, ce sont les gens, ceux qui travaillent, qui paient des impôts, qui sont le cœur battant de l'Amérique, n'est-ce pas? Ils souffrent. Il y a un petit groupe, le fameux 1% du sommet, qui s'en sort très bien et qui s'enrichit de jour en jour. En fait, ce chaos les a rendus de plus en plus riches. Et avec Donald Trump qui tweete le bon moment pour acheter, ils s'en sont encore mieux sortis. Donc, eux ne souffrent pas, mais l'Amérique si. Cela mine l'Amérique en tant qu'institution, en tant qu'économie, surtout quand on commence à parler de confiance. Personne ne fait confiance à son gouvernement. Ensuite, à l'étranger, comme je l'ai déjà dit, on qualifie le pays d'État voyou. On dit « nous ne pouvons pas faire confiance aux États-Unis. Ce n'est pas un partenaire fiable. Ce n'est pas un pays qui croit en un ordre international ou en l'état de droit. Ou, s'il croit en un ordre international, c'est la loi de la jungle. Nous sommes les plus forts, donc nous vous disons quoi faire. » Et cela ne passe vraiment pas auprès de beaucoup de pays, évidemment. Parlons donc des obligations. Pourquoi j'y reviens? Parce que lorsqu'il y a des divisions internes, des conflits et de la faiblesse, il est difficile d'être très fort à l'étranger. Et à l'étranger, les choses tournent contre les États-Unis. La montagne de la dette, 36,2 billions de dollars, et elle continue de croître. On s'attend à ce qu'elle atteigne 38 billions d'ici la fin de l'année. Et cela, c'est avant le projet de loi actuel qui est en attente devant le Congrès et qui réduirait les impôts, principalement pour les plus riches, de 4 billions de dollars supplémentaires sur une certaine période, somme qui viendra s'ajouter où? À la montagne de la dette. Donc en ce moment, les dirigeants à Washington refusent de s'attaquer à l'énorme éléphant qui se tient derrière eux chaque jour en ce qui concerne ces dettes, et ils continuent de l'alimenter. Non seulement ils l'alimentent pour des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre, ils le font aussi parce qu'ils ne gagnent pas assez. Ils encaissent 4 et dépensent 6. Combien de temps cela peut-il durer? En réalité, cela dure depuis toutes ces années, à l'exception de quelques-unes sous l'administration Clinton. Mais aujourd'hui, on atteint un ordre de grandeur qui n'a jamais existé, sauf en temps de guerre. Vous avez donc une situation où nous ne sommes pas en guerre, mais où nous dépensons autant en termes de dettes supplémentaires. Et bien sûr, les gens commencent à s'inquiéter de ce tas de dettes. Environ la moitié de cette dette devra être renouvelée dans les prochaines années. La question est, à quel taux cela se fera-t-il? Plus tôt, Donald Trump est devenu très nerveux lorsqu'il a commencé à comprendre que les marchés prenaient en compte le fait qu'il déprimait l'économie, qu'il augmentait cette dette et qu'il s'inquiétait de la capacité des États-Unis à gérer cela. Les banques centrales se sont retirées du dollar. Les grands fonds aussi. Les particuliers sont entrés parce que les taux étaient plus élevés. Mais s'ils pensent que les taux seront encore plus élevés plus tard, ils vont se retirer maintenant. Ils n'ont pas le choix. Si je ne me retire pas maintenant et que je possède des obligations et que les taux augmentent, la valeur de mes obligations chute fortement. On pourrait alors assister à une ruée sur les obligations qui ferait grimper les taux de plus en plus haut.
On pourrait se retrouver dans une situation où les États-Unis paieraient 3 à 4 000 milliards de dollars rien que pour la dette, pas pour rembourser la dette, juste pour en payer les intérêts. Donc, quand les gens commencent à réfléchir à cela, cela les rend nerveux. Et bien sûr, ils commencent à intégrer cette nervosité dans leur prix. Si les choses doivent mal tourner, je veux en tirer profit. Je dois justifier mon risque. Les États-Unis, qui étaient autrefois considérés comme le marché sans risque pour des choses comme les bons du Trésor, les réajustements à 7 jours. Je sais de quoi je parle, j'étais banquier d'investissement. Je traitais des obligations. J'ai beaucoup travaillé dans ce domaine, même pour la ville de Milwaukee. Non, je veux dire, les obligations sont censées être sûres, ennuyeuses, pas quelque chose où l'on observe de grandes fluctuations. Et maintenant, c'est ce qui se passe. Donc Donald Trump est nerveux, le monde est nerveux, la confiance a disparu, et la question est comment la rétablir. C'est précisément pour cela que la Chine va promouvoir ce genre d'idée d'une phase 2. Et vous avez entendu, Donald Trump, je ne sais pas si vous l'avez regardé, ce n'est pas le même homme que celui que l'on voit en campagne. Il est beaucoup plus réservé, abattu, un peu confus, et il n'a cessé de parler de réunification avec la Chine. Je ne me souviens pas que la Chine et les États-Unis aient jamais été un seul pays, mais il parle de réunification. Peut-être pense-t-il à la Corée du Nord, mais ce serait inquiétant si c'est le cas. Le voilà donc, un homme vaincu, qui ressasse un peu ces sujets. Mais pendant cette période, il a commencé à parler de la phase 1 et de la nécessité pour la Chine d'acheter davantage chez nous. Pourquoi en parler, n'est-ce pas? À moins que ce ne soit quelque chose qui soit réellement sur la table. Et comme je l'ai dit, la Chine pense que pour garder Trump sur le droit chemin, il doit y avoir un intérêt pour lui. Il est transactionnel. S'il sait, jour après jour, que s'il revient sur cet accord, il se retrouvera en substance face au même problème qu'avant l'accord. Et il considère cela comme intenable. Donc il respectera le programme. Or ce programme n'est pas seulement destiné à aider la Chine, il aide aussi le monde, car la Chine comprend qu'elle est totalement intégrée. Il croit en un monde fondé sur la coopération. Ce n'est pas une unité idéologique, c'est simplement une coopération sur le plan commercial. Donald Trump croit en un monde extractif. Les États-Unis prennent ce qu'ils veulent à qui ils veulent pour résoudre leurs propres problèmes internes. Et ces deux visions sont clairement exposées. Les États-Unis ne gagnent pas cette bataille de l'image. La Chine a encore des problèmes à régler, mais en ce moment, les États-Unis et Donald Trump donnent à la Chine l'apparence du bon élève, du pays en qui l'on peut avoir confiance, contrairement aux États-Unis. Dans quelle mesure la guerre tarifaire, si l'on peut dire, est-elle révélatrice d'un changement plus large dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux et plus précisément de l'influence détenue par les États-Unis dans leurs relations avec la Chine? Pour faire simple, les États-Unis ont essayé de convaincre les gens qu'ils avaient une quinte flush royale. C'était un bluff. Tout le monde le savait. Le bluff a été dévoilé. Comme je l'ai dit, Donald Trump a créé un creuset. L'idée était de rendre l'acier américain tranchant, redoutable. Au lieu de cela, cela a révélé les faiblesses, les vulnérabilités des États-Unis. Il a en réalité fait plus pour la Chine que la Chine n'aurait jamais pu faire elle-même. La Chine n'aurait jamais même envisagé d'essayer de séparer les États-Unis du Mexique et du Canada ou de l'Europe. Cela ne leur aurait même pas effleuré l'esprit comme quelque chose qu'ils pourraient faire, et je ne pense pas qu'ils l'auraient tenté. Mais Donald Trump l'a fait. Il a en somme uni le monde contre les États-Unis. Il a fait exactement le contraire de ce qu'il voulait. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
L'une des mesures les plus importantes prises par la Chine en réponse aux tarifs douaniers de Donald Trump a été la restriction des exportations de certains minéraux de terres rares. Je sais que c'est un sujet très vaste, mais bien que de nombreux pays disposent de réserves de divers minéraux et d'une variété de ressources en terres rares, la Chine s'est concentrée sur l'investissement dans des infrastructures industrielles modernes et elle possède une capacité de raffinage inégalée à un coût efficace, ce qui, contrairement aux minéraux eux-mêmes, est très difficile à trouver dans d'autres pays. Dans quelle mesure ce facteur est-il important dans les négociations actuelles entre les États-Unis et la Chine? Eh bien, évidemment, c'est un facteur. Je pense que les facteurs externes comptent vraiment moins pour quelqu'un comme Donald Trump que la façon dont cela affecte la situation interne, sa base, les marchés et aussi les émissions d'actualité à la télévision. Ce sont ces choses-là qui l'intéressent. Tout le reste, ça ne lui importe pas. Il ne regarde pas, il s'en fiche, il ne veut même pas qu'on lui explique. Il n'a tout simplement pas le temps pour ça. Donc à ce stade, la Chine a, d'après les personnes avec qui je parle et qui sont des initiés du secteur, aussi bien en Chine qu'à l'étranger, entre 10 et 15 ans d'avance en matière de traitement. Donc les terres rares ne sont pas rares. Je déteste toujours dire ça aux gens. Ils disent oui, ça s'appelle terres rares, mais elles ne sont pas rares. Il y en a partout. La question c'est, à quelle concentration sont-elles? Et peut-on les extraire? Et c'est très bien. Oh, vous avez plein de terres rares, n'est-ce pas? Comment allez-vous les utiliser? Beaucoup des procédés dont nous parlons nécessitent des niveaux de pureté supérieurs à 98-99%. Eh bien, devinez qui peut faire ça et qui ne le peut pas. La Chine le peut. Personne d'autre ne le peut. Ils peuvent raffiner à des niveaux moindres, mais ils n'ont pas la même capacité. Donc, même en dehors du coût, vous ne pouvez pas obtenir la qualité nécessaire dans ces domaines particuliers, malgré le fait que vous ayez ces terres rares. J'ai un ami qui travaille dans les terres rares quelque part en Afrique, et je ris toujours en disant « Tu es en train de monter une arnaque. Tu peux obtenir toutes les terres rares que tu veux, mais qui va les traiter ?» Toute sa stratégie, c'est « Nous serons le fournisseur de terres rares pour l'Europe. » Très bien, mais où cela va-t-il être traité? Eh bien, ça, c'est à eux de voir. Moi, je ne fais que rassembler les matières premières. Mais vous savez, c'est quelque chose dans lequel la Chine excelle, et pas les autres, dans le sens où il faut une solution complète. Avoir une demi-solution, c'est comme avoir un demi-cerveau. Ça va pas vous mener bien loin. Donc à ce stade, oui, la Chine a une carte à jouer dans ce domaine, mais elle l'utilise en réalité de façon très limitée. Ils auraient pu simplement dire « on vous coupe ». Ils ont effectivement pris des mesures avec la Corée du Sud, qui servaient de relais pour acheminer ces produits vers les États-Unis. Cela n'a pas été très visible. La demande n'a augmenté que de 113%, alors qu'ils produisaient à peu près le même nombre de processeurs. On se demande alors, pourquoi avez-vous doublé la demande, mais pas la production? Oh, je ne sais pas. Bref, ces choses-là. Et franchement, il y a beaucoup de cela en Chine. Il y a tellement d'entreprises qui, soi-disant, produisent au Vietnam, en Malaisie, en Indonésie, peu importe, mais tous les composants. La seule chose qui se passe là-bas, c'est soit la caisse est retamponnée sur le quai, soit elle va dans une usine très légère, où quelques étapes d'assemblage sont réalisées, puis une étiquette est apposée et elle est envoyée à l'étranger. Mais c'est justement mon point sur les droits de douane. Tout ce que vous faites, c'est en réalité augmenter la désorganisation économique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si vous avez une usine efficace qui produit et qu'elle ne peut pas produire pour un marché particulier et qui doivent aller ailleurs pour produire, ils doivent dépenser du capital supplémentaire. Donc, ils ont la capacité dans une usine,
Mais maintenant, ils ont cette capacité plus la nouvelle capacité pour répondre à cet autre marché. C'est ça la désorganisation économique. Ce capital aurait pu être utilisé de manière productive. Au lieu de cela, cela est utilisé à des fins politiques. Donc, pour répondre brièvement à ce que vous avez dit, ces tarifs ne fonctionnent pas très bien. La Chine en limite l'application. Au final, si elle coupait l'Occident, ce serait comme si l'Occident coupait l'accès aux puces pour la Chine. À terme, il pourrait développer la capacité de raffiner les terres rares. Je ne sais pas combien de temps cela prendrait, mais pendant cette période, ils en souffriraient. Mais après cette période, ils deviendraient indépendants. Et ils essaieront probablement de le faire, car c'est un domaine stratégique. Mais ce que cela souligne, c'est que le monde est interconnecté. Essayer de dire « je prends mon ballon et je rentre chez moi », ça ne marche tout simplement pas. Exactement. Et comme vous l'avez mentionné, le monde n'a pas besoin d'être aligné idéologiquement. Nous devons simplement trouver un terrain d'entente et une manière commune de tirer des bénéfices mutuels de ces relations. Il n'est pas nécessaire de mettre tout le monde dans cette case de « sommes-nous d'accord ou non avec leur structure politique ou idéologique ». Je pense, comme vous l'avez déjà souligné, que chercher des moyens de coopérer, malgré les différences, est certainement la voie à suivre. Et Einar, peut-être la dernière question pour aujourd'hui. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a déclaré qu'elle n'excluait pas vraiment une augmentation des droits de douane si les États-Unis et la Chine ne parviennent pas à mener des négociations productives d'ici la mi-août, je crois. Il semble que toutes les options soient sur la table en ce moment. Quelles sont vos prévisions ou peut-être vos attentes quant à la façon dont ce conflit économique pourrait évoluer au cours des prochains mois? OK, vous savez, Scott fait juste, c'est directement ce que dit son patron. Ne montrez aucune faiblesse et rappelez-leur qu'on viendra après eux. On va te tabasser à moins que tu ne nous donnes ton argent de poche. Franchement, c'est tout droit sorti d'un film de cours de récréation pour enfants de 11 ans. Genre, tu crois que t'es costaud? Eh bien, je reviendrai et je te frapperai si je n'obtiens pas ce que je veux. C'est puéril. Scott Benson peut dire ce qu'il veut. Je veux dire, c'est un gars intéressant. C'est l'un des lieutenants les plus fiables de Soros. Quand il travaillait pour le cabinet, il s'en sortait bien. Mais quand il s'est lancé tout seul, oh là là, ça ne s'est pas bien passé. Et soudain, il se retrouve en politique. Il semble être un type qui aime les leaders très forts et qu'il flatte assez ouvertement. Suivre le chef, non? Nous avons déjà vu ce genre de personne. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement brillant. Il a été pris à faire toutes sortes de déclarations, disons, improbables, certaines se contredisant les unes les autres. Je ne prends pas vraiment ce qu'il dit très au sérieux. Le fait est que, en août, est-ce que le monde change? Les droits de douane prennent-ils soudainement du sens? Les obligations vont-elles baisser simplement parce que Donald Trump le souhaite, n'est-ce pas? Le monde reste le même, que ce soit aujourd'hui ou en août. Tous les facteurs dont nous venons de parler restent inchangés. Donc cette idée que d'une manière ou d'une autre, quelque chose serait différent en août, j'aimerais bien entendre pourquoi. Et cette idée que si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, eh bien, comme je l'ai dit, ce ne sont que des paroles de cours de récréation de la part de quelqu'un qui n'a rien. Et je déteste finir sur une note aussi négative. Mais la seule chose, comme je l'ai dit, à laquelle je m'attends, c'est qu'il y aura un accord de phase 2, car c'est un moyen pour la Chine de lier les États-Unis à un ensemble cohérent de comportements jusqu'au départ de Donald Trump. Tout le monde s'attend à ce qu'étant donné la douleur qu'il a infligée à ses propres partisans, les élections de mi-mandat ne seront pas favorables à Donald Trump. J'ai entendu des stratèges républicains dire « Eh bien, nous en tenons compte. » Mais ce sur quoi nous comptons,
c'est que nous lançons ce processus. Il perd la Chambre et le Sénat, et ensuite, pendant les 2 années suivantes, nous blâmons les démocrates pour tout ce qui a mal tourné. Et puis Joe Vance pourra arriver à la présidence en disant « Oh, si vous nous aviez écoutés, tout aurait été magnifique. » Et il revient, puis d'une manière ou d'une autre, il rend le pouvoir à Donald Trump. Je peux vous garantir une chose, si J.D. Vance est président, il ne rendra pas le pouvoir à Donald Trump. Vous entendez tous ces plans un peu farfelus, mais ces gens y croient vraiment. Ils pensent qu'ils sont malins, qu'ils jouent aux échecs en 3 dimensions, ou en 10 dimensions, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Ils se croient très intelligents. Je ne le pense pas, parce que je leur rappelle sans cesse que je me fiche de ce qu'ils pensent. Les réalités restent les mêmes. Et Donald Trump a mis l'Amérique sur une voie qui va mener, quoi qu'il arrive, à beaucoup de souffrance. Je veux dire, le nombre de navires qui ont été refoulés ou qui sont repartis en Chine signifie qu'il va y avoir des rayons vides pendant un bon moment. Et avec des rayons vides, comme je l'ai dit, les prix augmentent. Parce que, vous savez, l'offre et la demande, les gens vont s'en souvenir. Ils ne vont pas oublier cela. Ils ne vont pas oublier le fait qu'ils ont dû contracter des prêts sur salaire supplémentaires pour pouvoir nourrir leurs enfants, ou qu'ils ont fait faillite, perdu leur maison, leur voiture, ou qu'ils sont sous le coup de procédures judiciaires à cause de leurs dettes de carte de crédit. Ce sont des choses que les gens n'oublient pas, et ils en tiendront Donald Trump pour responsable. Einar, ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour cette conversation très pertinente et opportune. Eh bien, je ne sais pas quoi en penser. J'ai l'impression de m'être déprimé. Non, parfois nous avons besoin d'une dose de réalité. Et je pense que c'était une conversation très intéressante et détaillée sur les développements récents. Eh bien, j'espère, tu sais quoi, Lena? J'espère me tromper complètement et que d'une manière ou d'une autre, de tout ce chaos, naîtra un certain ordre qui aidera les gens. J'ai toujours dit, tu sais, que la clé de la vie, c'est de profiter de la vie et d'aider les autres à en profiter aussi. Et malheureusement, je vois trop peu de cela. Donc, à tous ceux qui regardent, j'espère que vous réfléchirez à mes paroles et si elles ont du sens pour vous, que vous les suivrez. That if they make sense to you, that you follow them.